Léonie, Emma? Vous venez? Ça vous dit qu'on fasse du tapioca maintenant? Vous venez? À Paris, Julia, 34 ans, prépare le goûter de ses 2 filles. Léonie, 2 ans et demi, et Emma, 6 ans. C'est chaud. Oh, c'est chaud. On va prendre celui-là et puis on va prendre l'autre qui est juste ici. Bah, c'est celui-ci qu'on a le lait de coco qu'on va prendre. Ouais, regarde. Ah oui. C'est le lait de coco, tu sais qu'on utilise habituellement. Au menu, un dessert aux perles de tapioca, cuisiné dans du lait de noix de coco. Du lait de coco? Ouais, c'est du lait de coco, tu vois. Et voilà. C'est bon. Je trouve que la lait de coco, c'est vraiment une saveur exotique. Je trouve ça vraiment chouette pour les enfants. Ça permet surtout de faire des desserts qui soient bons et sans forcément rajouter trop de sucre à l'intérieur. Donc je trouve que c'est plutôt un mélange malin. Ils sont habitués à manger régulièrement. Du lait de coco, moi. Et non, il n'y en a plus de lait de coco, on a tout mis dans la casserole. Depuis qu'elle a découvert la noix de coco, C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Julia utilise des dérivés de ce fruit quotidiennement dans son alimentation. Dans mon frigo, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver aussi de l'eau de coco. Donc ça, c'est quelque chose que j'achète pas forcément très souvent parce que c'est assez cher. Mais c'est typiquement une bonne boisson qu'on pourrait prendre après avoir fait du sport, par exemple, un peu de sport intensif. Ça peut vraiment être très hydratant, donc ça, c'est bien. J'ai de la chair de coco aussi. Ça, c'est chouette pour les enfants quand on part en balade, quand on va faire des pique-niques. Fraîche ou transformée, la noix de coco a envahi tous ses placards. Ça, c'est de l'huile de coco. C'est en fait la base de mes cuissons. C'est de la noix de coco râpée. Donc ça, c'est vraiment une base pour faire des gâteaux. Pour les enfants, c'est plutôt cool. Et donc ça, c'est du sucre de fleur de coco. J'utilise, en fait, je substitue le sucre blanc raffiné habituel par ce sucre-là. Parce qu'il est tout aussi sucrant, mais il y a un indice glycémique qui est moins élevé, donc c'est plus intéressant aussi. Je me rendais pas compte que j'avais autant de produits à base de noix de coco chez moi. C'est vrai que c'est assez fou. En fait, c'est vraiment un super aliment parce qu'on peut l'utiliser vraiment plein de choses. Et comme c'est quelque chose de très naturel, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Venez, asseyez-vous. Hop. On fait attention parce que c'est hyper chaud. Laisse. Je fais sur le riz. Ok. Est-ce que c'est bon? Ok. Attirés par les promesses d'un aliment naturel et riche en minéraux, comme Julia, les Français sont de plus en plus nombreux à être séduits par ce fruit venu des pays tropicaux. Les exportations mondiales de noix de coco ont augmenté de 141% ces 10 dernières années, pour dépasser les 500 000 tonnes. Elle est consommée à 99% sous forme de produits dérivés. En copeaux, elle agrémente nos gâteaux. Son lait sert de liant dans nos plats. Son huile est utilisée pour cuire les aliments, mais aussi dans les produits cosmétiques. Dernière arrivée, l'eau de coco fait un carton partout dans le monde. Les cocoteraies sont très souvent exploités par de petits paysans. Mais la transformation du fruit est devenue une manne pour les multinationales. En quelques années, la noix de coco est devenue l'or blanc des industriels. A-t-elle réellement des effets bénéfiques sur la santé, comme le prétendent certains fabricants ? Ce fruit est-il un super aliment ou s'agit-il d'un phénomène marketing? Loin des pays tropicaux, l'eau de coco importée en France passe par ici, en Alsace.
Ce site abrite l'une des plus importantes usines de conditionnement de jus de fruits du pays. Ce matin, Emmanuel vérifie que sa dernière cargaison est arrivée sans avoir été altérée par le transport. Donc là, Emmanuel, on va enlever le plomb, qui est le plomb de sécurité. Voilà, donc là, on a effectivement la matière qui est dedans. Donc là, c'est complètement aseptique. Le produit est maintenu au frais. Voilà. Là, on a un fût de 200 litres. Et là, sur l'étiquette, on peut voir d'où elle vient, donc d'Indonésie, le fait qu'elle soit sans OGM, le fait que ce soit de l'eau de coco, et puis la date de production, le poids, les principales informations en fait, sur le produit. L'eau de coco, c'est un produit très, très sensible. La société d'Emmanuel est leader sur le marché français de cette eau précieuse. Il a écoulé plus d'1 million de ces briquettes de 33 centilitres l'année dernière et réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Emmanuel compte doubler ses ventes l'an prochain. Je pense que le marché peut encore faire entre x5 et x10 facilement, pas loin de x10 comparé à ce qu'il fait aujourd'hui. Donc il y a encore un beau potentiel à la hausse. Donc l'eau de coco, les eaux végétales en général, mais même les infusions qui prennent le pas sur les jus de fruits, qui est un marché qui est en décroissance, où on enregistre à peu près du moins 5% chaque année, donc sur un volume annuel français qui est de 1,5 milliard à peu près. Donc voilà, effectivement, la place est prise par ces produits un petit peu plus naturels. L'année dernière, les ventes d'eau de coco ont été multipliées par 2 en France. Et l'entreprise d'Emmanuel compte bien profiter de cette déferlante. C'est dans le très chic 8e arrondissement de Paris que sa start-up s'est installée il y a 1 an. À sa tête avec Emmanuel, Gaëtan, son ami d'enfance, et associé, avec qui il a partagé les bancs d'une prépa d'école de commerce. Salut. 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 Ça va? Ouais, l'équipe de commerciaux là. Salut. Ouais, la forme. Le planning, la logistique, S'ils ont réuni toute leur équipe aujourd'hui, c'est parce qu'ils vont lancer dans quelques jours un nouveau produit. Leur première eau de coco biologique. Alors c'est un produit qui a été développé parce qu'on s'est rendu compte que chez nos consommateurs, il y en avait quand même pas mal qui étaient en recherche de produits bio. On voulait que le produit soit entièrement visible. On a vu que nos consommateurs qui étaient intéressés par les produits bio acceptaient très très bien le fait que le produit soit un petit peu trouble, ne les gênait pas. Les 2 amis ont été les premiers à parier sur l'eau de coco en France. Depuis, ils surfent sur la vague à grands coups d'opérations marketing, entraînant avec eux leurs 9 salariés. Nous, quand on s'est lancé, donc il y a maintenant 7 ans sur le marché de l'eau de coco, on était tout seul. Et ça n'intéressait pas grand monde. Et petit à petit, les gens ont commencé à voir, notamment dans les grands groupes, que bah oui, l'eau de coco, finalement, ça se vendait bien. Et donc, c'est vrai que depuis maintenant 2-3 ans, il y a de la concurrence. Aujourd'hui, on a encore 50% de parts de marché malgré cette concurrence. Voilà, tout challenge, c'est de garder ces parts de marché. Le marché de l'eau de coco pèse plus d'1 milliard d'euros dans le monde. En France, une dizaine de marques s'affrontent dans les rayons. Les sociétés américaines misent sur des ambassadrices glamour, comme Rihanna ou Madonna. Sur ce marché ultra concurrentiel, une guerre féroce a lieu à l'autre bout du monde pour trouver les meilleurs fournisseurs. Bangkok, mégalopole de 11 millions d'habitants. Emmanuel, le fabricant français d'eau de coco, se rend 2 fois par an en Asie. Sur ce continent, la noix de coco fait partie de l'alimentation de base. Fruit populaire et peu cher, elle s'achète principalement fraîche dans la rue. Alors, ici, la noix de coco, c'est un petit peu le fruit national. C'est consommé par tout le monde sous plein de formes différentes, dans la cuisine, en boisson avec l'eau de coco. Et on en trouve vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait partie du quotidien des Thaïlandais. La cuisine thaïlandaise est mondialement réputée, alliant l'acidulé
l'amer et le pimenté. La noix de coco adoucit les plats et les rend plus onctueux. Les Thaïlandais en consomment 13 fois plus que les Français. Et pas uniquement pour se nourrir. Alors voilà, là on a des noix de coco. Donc là, comme vous voyez ici, ils ont enlevé l'écorce, sa partie extérieure, donc il n'y a plus que la chair de coco avec la petite peau qui la recouvre. Ici, dans ces pays-là, ils utilisent tout dans la noix de coco, depuis l'écorce jusqu'à la chair. La coque, par exemple, va servir pour la cuisson, donc ça brûle très bien. Et puis le reste de l'écorce peut servir donc soit comme engrais naturel, dans les plantations bio, ils utilisent ça, soit pour faire des semelles. Enfin, il y a plein d'utilisations possibles. Machine to press coconut milk. Ah oui, 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 oui. C'est pour extraire le lait de coco. Un petit peu d'eau du robinet. Et là, comme ça, il presse. Ah, d'accord. Ça produit quand même pas mal de lait de coco avec ce qu'elle a mis. C'est juste de la chair de coco avec un petit peu d'eau et pressé. Il n'y a aucun additif à l'intérieur. Emmanuel, lui, est venu pour acheter une eau de coco très parfumée qu'il ne trouve qu'en Thaïlande. Pour vérifier la qualité de ce qu'il achète, le jeune patron se rend à la source, dans les cocoteraies. Ces arbres ne poussent que dans les pays tropicaux. Plus de 70% de la production mondiale se concentre sur 3 pays. L'Indonésie, les Philippines et l'Inde. La Thaïlande arrive en 6e position. À l'est du pays, Emmanuel a rendez-vous avec son fournisseur. Hi. Bonjour. Nice meeting. Bonjour. Enchanté. Hi. Bienvenue dans notre plantation. Thank you. Ici, ne pousse qu'une seule espèce de noix de coco, la Nam Hom. Elle produit une eau naturellement très sucrée. Le français l'utilise dans la composition de certaines de ses eaux de coco. Un par un. Yes, yes, better. Oui, oui, c'est plus sûr. Safer. Il vient s'assurer que le goût est bien celui qu'il recherche. Plus de 90% de la production mondiale est issue de petites exploitations familiales comme celle-ci. 5 ouvriers s'occupent de la cueillette qui a lieu tous les 20 jours. C'est assez artisanal encore. Ils ont la perche là pour couper. Et après, ils ont l'espèce de fourche qui leur permet de saisir la grappe de noix de coco et de l'amener dans l'eau, d'être sûr qu'elle tombe dans l'eau et pas à côté. Une des raisons pour lesquelles il y a de l'eau entre les cocotiers, c'est notamment pour pouvoir récolter et faire tomber les grappes de noix de coco dans l'eau. Ça permet d'éviter qu'elles se fendent avec le choc et donc l'eau de coco éventuellement commence à fermenter ou sorte de la noix de coco. Les fruits sont cueillis à un degré de maturité très précis. Ils ont le coup de main quand même. Quand elles sont complètement remplies d'eau. Il est à 8 mois de maturité, donc ça, c'est pas une noix de coco très jeune. Les noix de coco très jeunes vont être aux alentours de 6 mois de maturité. C'est une noix de coco à mi-maturité. C'est là, généralement, que son profil gustatif est le meilleur. À l'inverse des Philippines et du Sri Lanka, en Thaïlande, il n'existe quasiment pas de plantation certifiée bio. Mais selon Emmanuel, pas de quoi inquiéter ses clients. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous de voir, de comprendre la manière dont les arbres sont plantés et poussent. C'est pas un arbre sur lequel on passe d'habitude des pesticides. Après, comme ils disent, il y a d'autres plantations aux alentours, d'arbres fruitiers comme des manguiers, des papayers, etc., qui, eux, peuvent utiliser des pesticides. Donc, évidemment, il y a toujours un risque d'en retrouver à l'état de traces, mais il n'y a pas d'utilisation de pesticides sur les arbres, sur les plantations dont on parle. Moi, je suis incapable de faire ça. Pour contrôler la qualité de sa production, Emmanuel tient à goûter lui-même l'eau de coco.
Direct from tree. Voilà, la noix de coco directement depuis le cocotier. Very good. C'est proche de celle qu'on vend au rayon frais, qui contient justement de la noix de coco Namahom de Thaïlande. Après, nous, c'est un mélange de noix de coco de Thaïlande, Indonésie, Philippines, donc c'est pas exactement le même goût, mais oui, il y a un petit peu le petit goût que vous allez retrouver dedans, un petit peu de noisette. Je ne saurais pas trop comment le qualifier différemment. Ça, on le retrouve un petit peu en plus léger dans notre coco. Sur cette plantation, près de 3000 jeunes noix de coco sont récoltées en une seule journée. Comme toutes celles des exploitations environnantes, elles sont acheminées directement dans ce centre de collecte. Sur cette ligne de production, toutes les heures, 3600 noix de coco sont coupées en deux. Chaque fruit contient environ une briquette, soit 40 centilitres d'eau. L'eau de coco est extraite et passe dans ce tuyau en fait. Là c'est le précieux liquide, c'est l'eau de coco qui arrive et qui est filtrée. Il y a déjà un premier filtrage pour enlever les petites impuretés qu'il peut y avoir dans l'eau de coco, enfin les petites fibres essentiellement. Voilà. Et le liquide en fait, très rapidement, il va être refroidi à moins de 10 degrés pour le préserver. Une fois récoltée, si elle n'est pas traitée, l'eau tourne en quelques heures et devient impropre à la consommation. Car comme le lait, elle fermente au contact de l'air. C'est un produit très sensible, l'eau de coco, beaucoup plus sensible que tous les autres jus de fruits. C'est très important sur ce genre de produit de bien contrôler la chaîne en fait, entre le moment où la noix de coco est ouverte et le moment où l'eau de coco est stérilisée. Il faut être sûr qu'il y ait un temps qui soit minimal entre ces deux opérations. Avant d'être importée en France, l'eau doit d'abord être stérilisée. Une étape cruciale qui est réalisée dans une autre usine, beaucoup plus moderne. Avec près de 1000 employés, Thai Coconut est un géant international des produits transformés à base de noix de coco. L'eau est gardée dans cette cuve. Elle peut contenir entre 100 et 500 tonnes d'eau de coco. Wow. Chaque jour, l'usine traite jusqu'à 1500 tonnes d'eau venant d'une centaine d'exploitations, grâce à cette machine. Alors là, on est un petit peu dans le cœur du réacteur, entre guillemets, c'est-à-dire à l'endroit des lignes de stérilisation. Dans ces tuyaux, l'eau atteint les 140 degrés pendant quelques secondes avant d'être refroidie. Ce procédé UHT, ultra haute température, permet d'éliminer les bactéries. C'est vraiment ce qui nous permet de conserver le produit sur une durée relativement longue, sans rajouter de conservateurs, sans rajouter d'antioxydants, etc., etc. Cette montée en température change très légèrement le goût, mais vraiment, il faut être très, très connaisseur pour remarquer ce très léger changement. Honnêtement, si vous buvez l'eau de coco dans la noix de coco et l'eau de coco qui sort de la ligne, c'est très, très compliqué de faire la différence entre un produit et l'autre. Ce processus détruit bon nombre des oligo-éléments de l'eau de coco et diminue donc ses qualités nutritionnelles. L'eau pasteurisée va voguer en cargo durant 30 jours pour atteindre les rives françaises. Emmanuel vend 3 millions de litres d'eau de coco chaque année en Europe. Mais il sait qu'il doit sans cesse conquérir de nouveaux clients. Alors, dans la grisaille parisienne, ce jour-là, sa société a décidé d'apporter une touche d'exotisme dans les rayons des magasins. Salut! Coucou, ça va? Oui, toi? Ouais. Tout l'été, Camille, une commerciale de Vai Vai, organise des dégustations-ventes d'eau de coco. La marque réalise les 2 tiers de son chiffre d'affaires entre avril et septembre.
Et malgré son succès grandissant, l'eau de coco reste encore méconnue par une majorité de Français. Est-ce que vous voulez goûter de l'eau de coco? J'aime pas. Bon courage. Merci. Bonjour madame. Est-ce que vous connaissez l'eau de coco? C'est juste l'eau de coco qui sort de notre coco quand on la coupe en deux. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Donc c'est sans ajout de sucre. Mais ça sent rien. C'est pas un produit qui est fort. Même dans la noix, la noix de coco, si vous sentez l'eau, ça sent pas très très fort. Hein. Elle sent quelque chose. Les éclats, elle sent rien. L'eau de coco est un produit vraiment différent du bounty, des glaces, des yaourts saveur coco. C'est vrai qu'il peut y avoir ou des gens qui sont déçus ou des gens au contraire qui trouvent que ça sent pas assez la coco. Au premier abord, ça peut être un peu surprenant, mais après, on devient rapidement addict. Pour rendre les clients addicts, l'entreprise a un discours bien rodé. L'eau de coco est 3 fois moins sucrée qu'un soda. Camille insiste surtout sur les prétendus bienfaits santé du produit. C'est l'eau qui sort de la noix de coco quand on la coupe en deux en fait et qu'on met une paille à l'intérieur et qu'on boit directement dans la noix. C'est très très réhydratant. C'est pas du tout calorique du coup vu qu'on rajoute rien. Et c'est très riche en sels minéraux. Donc ça permet de réhydrater le corps rapidement, notamment après un effort sportif de réhydrater le muscle. Je suis pas trop fan, mais... C'est un peu particulier dans le sens où nos palais sont pas habitués, parce que c'est vraiment un produit qui est 100% naturel. Donc c'est vraiment comme si vous le buviez sur la plage. L'eau de coco coûte 4 à 7 € le litre. Du coup, je vais vous en prendre une. 10 fois plus cher que l'eau minérale. Mais elle contient plus de magnésium, calcium et potassium. Est-ce suffisant pour avoir un impact bénéfique sur notre organisme? Béatrice de Rénal est médecin nutritionniste. Nous lui avons apporté les principales eaux de coco disponibles sur le marché. Il y a eu des rumeurs sur la toile qui disaient que l'eau de coco, ça réhydratait. On a prêté à l'eau de coco un tas de choses, un tas d'images qui sont parfaitement en marketing. Tout ça, c'est stérilisé. Donc ça veut dire que le peu de vitamines qu'il peut y avoir dans la noix de coco ne se retrouvera pas à l'arrivée. Nutritionnellement, ça ne vous fera rien de plus que de l'eau. L'eau de coco n'a rien de magique, non. C'est vraiment de l'eau poétique qui est vendue au prix de la poésie. C'est une boisson au même titre qu'un jus de fruits. Donc le produit est naturellement moins sucré, mais c'est du même ressort. Donc même condition de consommation, c'est-à-dire une fois de temps en temps, pour le plaisir, le partage en famille, avec des amis, etc. Mais pas plus. Même si elle est plus concentrée que l'eau en minéraux, l'eau de coco est donc loin d'être une eau miracle. Un autre des dérivés de la fameuse noix connaît un engouement grandissant. Dans son appartement parisien, Julia prépare le dîner de ses enfants. Depuis quelques mois, pour faire cuire ses aliments, la jeune maman a totalement supprimé le beurre. J'utilise l'huile de coco à la place du beurre. Pour moi, le beurre, c'est pas forcément la meilleure chose à utiliser pour la cuisson. Autant sur des tartines le matin pour le petit déjeuner, pourquoi pas, mais c'est vrai que je trouve qu'en cuisson, c'est vraiment dommage. L'huile de coco, elle ne s'oxyde pas, on peut la chauffer vraiment à haute température. Du coup, je me dis que pour cuisiner, autant utiliser des produits qui sont aussi bons pour la santé et qui vont apporter du goût et aussi des choses bonnes pour nous. Contrairement au beurre et à d'autres huiles, l'huile de coco, cette pâte blanche, ne s'altère pas au moment de la cuisson. La vitamine E qu'elle contient est un antioxydant naturel. En France, cette huile est vendue vierge, c'est-à-dire pressée à froid et le plus souvent biologique. Nous avons voulu savoir si les fabricants respectaient les cahiers des charges bio, même à l'autre bout du monde. Aux Philippines, les cocotiers poussent à perte de vue. L'archipel est le premier producteur et exportateur mondial d'huile de coco vierge. À 3 heures de Manille, en pleine jungle,
Un acheteur français a rendez-vous avec son principal fournisseur. Bonjour Jeannot. Bonjour monsieur. Comment ça va? Je vais bien. Et vous? Tu te rappelles de moi? Salut Geronimo. Bonjour. Ça va? Bien. Jean-Christophe travaille pour une société spécialisée dans l'importation d'huile biologique. Ses ventes d'huile de coco ont augmenté de 100% l'année dernière. La culture de la coco ici, c'est vraiment traditionnel, ancestral. C'est des propriétés qui sont transmises bien souvent par les grands-parents. Les fermiers sont attachés à leurs arbres, sont attachés au mode de culture. Geronimo, qui a la gentillesse de nous accueillir, Geronimo, c'est le fermier. Il a commencé la culture de coco en bio en 2010, donc ça fait 7 ans. C'était un des pionniers. Et il a réussi à motiver, à entraîner un certain nombre de producteurs autour de lui. Donc aujourd'hui, c'est un groupe de 21 producteurs à travailler ensemble en bio. Allez, on va à la ferme? C'est parti. Depuis 5 ans, le Français parcourt le monde à la recherche d'huiles exotiques rares, de première qualité. Il faut être un peu baroudeur. Voilà, si on veut avoir les meilleurs produits, il faut aller là où les autres ne sont pas encore allés chercher. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. Pousser toujours un petit peu plus loin pour rencontrer des gens qui ont pas encore été démarchés, parce que je ne suis pas le seul acheteur à me balader dans le coin. Donc j'essaie d'avoir un temps d'avance et d'aller un petit peu plus loin que les autres. Pour faire mieux que ses concurrents, Jean-Christophe est intraitable sur la maturité des noix de coco. Il récolte uniquement les plus mûres pour faire son huile. On peut la prendre quand elle est marron. Les marrons sont matures, donc elles sont bonnes pour faire de l'huile. Attention, 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 attention. 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 Oh. Elle est grosse. Celle-là, elle a 45 jours. Et celle-là, 2 mois. 2 mois et demi à peu près. La chair des jeunes noix de coco est encore molle. Mais la chair des noix de coco matures est craquante. C'est pour ça qu'elles produisent plus d'huile. Ici, aucun pesticide, fongicide ni engrais. La culture familiale des cocotiers est une tradition aux Philippines. Elle sert de complément de revenus pour les familles des zones reculées. Ici, ce qui est très important, c'est qu'on voit on n'est pas sur une culture intensive. Donc, ce n'est pas des cocotiers partout. On voit que les arbres, ils poussent en plein milieu de la forêt. Donc, c'est un milieu qui est semi-sauvage, on va dire. Il y a des arbres, des cocotiers qui sont très âgés, mais autour, voilà, il y a des plantes qui sont laissées, qui poussent naturellement. Donc, on voit que ce n'est pas désherbé. Il n'y a pas de produits chimiques. Voilà, c'est l'environnement naturel du cocotier. L'exploitation de la coco représente 5% du PIB des Philippines. C'est l'une des premières ressources naturelles du pays. Cette usine emploie plus de 1300 personnes. La plupart des étapes de la transformation de la noix de coco en huile sont réalisées à la main. Vous pouvez me montrer comment vous faites? Ça fait 25 ans qu'elle fait ça. Vraiment? Ça fait longtemps. Ces ouvrières pèlent jusqu'à 300 noix de coco par heure, pour un salaire mensuel de 250 €. On ne peut pas conserver la coco plusieurs heures ou plusieurs jours parce qu'elle va s'altérer. Donc la qualité de notre huile, elle est directement liée au temps que va mettre le producteur pour passer de la récolte des arbres jusqu'à la presse. Donc ici, vous voyez que les gens, ils savent que le chronomètre tourne, tout le monde est activé pour que les noix de coco soient traitées le plus vite possible. Ça, c'est la ligne qui va au four?
C'est le début d'une course contre la montre. La chair est lavée, triée, broyée et enfin lentement séchée dans un four de plus de 15 mètres de long. Vient ensuite la phase la plus importante. L'huile est pressée à froid. Vous avez la farine qui arrive. Ça va rentrer, c'est en fait une grosse vis qui tourne très lentement. Cette vis, elle va écraser la farine contre les barreaux et on va réussir à faire couler l'huile. Si on suit le tuyau, on a de l'huile vierge extra. Voilà, donc là c'est le nectar. Cette technique d'extraction douce permet de conserver les nutriments essentiels de l'huile, comme la vitamine E, mais aussi l'acide laurique, un antibactérien naturel. L'entreprise ne rajoute aucun conservateur ni additif. Voilà, donc on a une huile qui est parfaitement limpide. Déjà, c'est très parfumé. On retrouve exactement l'odeur qu'on avait tout à l'heure quand on a ouvert les noix de coco. Donc tous les arômes de noix de coco sont restés captés dans l'huile. Voilà, donc ça c'est une huile excellente, c'est vraiment de la qualité premium. Cette huile de coco vierge ne représente que 4% des exportations d'huile de coco des Philippines. La majorité des usines fabriquent une autre huile de bien moindre qualité. Cette deuxième huile de coco, bas de gamme, est appelée huile de copra, du nom de la chair séchée du fruit. Elle est présente dans de nombreux aliments industriels, certains gâteaux, margarines ou glaces. C'est écrit en tout petit sur nos étiquettes. Elle est souvent associée à sa cousine, l'huile de palme. Nous allons découvrir qu'elle est parfois produite dans des conditions sanitaires inquiétantes. Après plusieurs jours de négociations, un seul producteur philippin de copra accepte de nous ouvrir ses portes. Il produit du copra pour le marché local depuis 18 ans. L'obsession de Unger, le fils du patron, augmentait le rendement en huile des noix de coco. Ici, on cuit les chairs de noix de coco pour avoir plus d'huile. Si vous ne cuisez pas la noix de coco, vous obtenez seulement du lait de coco. En chauffant, on augmente la quantité d'huile extraite de chaque noix de coco. L'ouvrier qui mélange les noix de coco sur ce four surchauffé ne porte aucun équipement de protection. Pourtant, la fumée qui se dégage de la cuisson est toxique et cancérigène. La fumée est mauvaise pour la santé. C'est un risque pour le travailleur. C'est pour ça que nous leur disons de porter leur masque. Mais malheureusement, là, il n'y a pas de masque disponible. Mais on va lui en trouver un plus tard. C'est pas grave. Va prendre un masque. Allez, prends un masque. Pour retirer le maximum d'eau, les noix sont fumées pendant plusieurs jours. Exposées à l'oxydation de l'air et à la fumée, elles développent moisissures et bactéries. Normalement, pour savoir si la noix de coco est prête, vous la coupez comme ça, et ça ne doit pas être blanc, mais plutôt de cette couleur particulière. La plupart du temps, si elles ont cette couleur, c'est que la moisissure a atteint 10%. Mais avant d'être sûr, nous devons la tester au laboratoire. Si elles ont 10% ou moins, c'est bon pour le broyage, on les envoie pour faire de l'huile. C'est bon, tu peux les transférer. De l'autre côté de l'usine, sous la verrière de 100 hangars, qui augmente encore un peu plus la chaleur tropicale, le copra moisi
est stocké avant d'être broyé, de façon très rudimentaire. Alors cette machine monte le copra en haut, vers la broyeuse. Ça réduit la taille du copra pour qu'il donne plus d'huile. Comme vous pouvez le voir, ce sont des petits bouts de copra. Et regardez, si vous pressez dans vos mains, comme ça, l'huile commence à sortir. Pour augmenter la rentabilité et donner encore plus d'huile, cette mixture est ensuite pressée à chaud. Un processus violent qui détruit le peu de nutriments encore présents dans l'huile. Regardez en bas, il y a de l'huile qui sort. À ce stade, l'huile est chargée de sédiments et de particules toxiques issues de la combustion. Même filtrée, elle reste impropre à la consommation. Là, c'est l'huile filtrée. Cela s'appelle de l'huile de copra brute. Et je peux la boire? Non, non, pas encore. C'est dangereux, vraiment dangereux. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas encore traité. Pour pouvoir la consommer, elle doit être d'abord raffinée. Si vous la buvez, vous aurez de graves problèmes intestinaux. 3 millions de tonnes de copra sont produites chaque année dans le monde, dont 80% sont exportées vers des firmes américaines et européennes. Cette huile peut être transformée en fuel. D'autres entreprises l'utilisent pour l'alimentation animale. D'autres encore pour faire des savons. C'est l'un des premiers composants pour faire du savon ou des shampoings. C'est un ingrédient vraiment très utilisé par les industriels. Cette huile nauséabonde et toxique est aussi utilisée pour fabriquer de nombreuses denrées alimentaires que nous consommons tous les jours. Comment un produit nocif à l'état brut, parfois fabriqué dans des conditions insalubres, peut se retrouver dans les rayons de nos supermarchés? À Dunkerque, Dominique Daudruy règne sur la dernière raffinerie d'huile végétale de France, créée par son grand-père en 1927. Le chef d'entreprise fournit 200 000 tonnes de matières premières aux industriels français. Parmi ses meilleures ventes, l'huile de palme et l'huile de copra raffinée. On va voir naturellement que la palme est rouge. Elle est rouge et à l'issue du raffinage, elle donnera un produit plutôt crémeux que blanc comme le copra. Le copra passera brutalement de l'état solide à l'état liquide, ce qui rend le produit parfait pour des glaces, pour des chocolats, pour des choses qui vont fondre en bouche. On n'aurait pas du tout le même rendu avec de l'huile de palme. La palme donnerait un côté gras, un côté pâteux qui ne serait pas agréable en bouche. Cette raffinerie est la seule à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Avant d'être consommable, l'huile de copra brute doit subir un processus industriel très lourd. Les premières étapes utilisent des produits chimiques décapants qui neutralisent les bactéries et la majorité des résidus toxiques. Donc là, c'est la deuxième étape de la partie neutralisation, c'est le lavage de l'huile. On a neutralisé avec de la lessive de soude, on a fait un savon qu'on a séparé. Donc on va enlever ici les traces de savon par lavage à l'eau. Donc le produit doit être bien brillant, sans traces laiteuses à l'intérieur. Suivent la désodorisation et la décoloration, qui retirent notamment les traces de goudron. Thomas, bonjour. Bonjour. Jonathan. Ces étapes sont contrôlées et analysées depuis cette salle. Ici, on a un produit propre à la consommation. Ici, on a un produit qui a encore un goût épouvantable. Donc, il ne faut pas le manger. Je me mets à la place du consommateur. Vous dites que c'est naturel, mais en même temps, il y a plein d'étapes pour arriver au produit fini. Est-ce que c'est pas contradictoire? Après, c'est la différence qu'il y a entre une huile vierge et une huile classique. Une huile vierge, c'est une huile qui se consommera avec une durée de vie très courte. Une huile brute, une huile raffinée, donc à l'issue,
c'est un produit qui aura une durée de vie beaucoup plus longue et qui pourrait être consommé presque sans limitation dans le temps. Thomas, vous venez avec moi? Au final, un liquide longue conservation, neutre chimiquement et stable. Un produit idéal pour les industriels. Merci. Donc là, vous avez mon produit fini. Donc, prêt à consommer. Bon goût, bonne odeur. Il n'y a pas de défaut. Mais il n'y a ni goût ni odeur. Et voilà, je vous laisse voir. C'est du gras. Nous avons fait analyser l'huile de copra qui sort de cette raffinerie. Elle ne contient aucun composant toxique. Mais ce gras pur est-il vraiment sans danger pour la santé? Béatrice de Rênal, notre médecin nutritionniste, a accepté de décrypter pour nous la composition des aliments contenant du copra. Voilà, là on a du copra dedans. Et ils sont très nombreux. Là on a du copra. Ces produits-là, dès que vous voyez des petits fourrages blancs comme ça, là vous pouvez être sûr qu'il y a de la graisse de palme ou de copra dedans, et ça c'est le cas ici. Tout ce qui est fourré comme ça, c'est très gras. Ça c'est terrible, ça. Très mauvais. Ce type de produit qui est très calorique, très riche en gras, en graisse saturée, en sucre, qu'après vous prenez dans votre journée des biscuits qui sont saturés, plein de sucre, et qu'après vous mangez encore des encas, des snacks, des bonbons, des faux chocolats, etc. Tout ça tous les jours, ça se traduit par éventuellement surpoids, obésité et puis éventuellement maladie cardiovasculaire. Béatrice dénonce régulièrement les surdosages de matières grasses et de sucre par l'industrie agroalimentaire. Elle est d'autant plus choquée quand nous lui montrons le processus de fabrication du copra dans l'usine des Philippines. En fait, il fait une extraction à chaud, parce que sinon, il faudrait l'écraser et le rendement ne serait pas suffisant. Je pense que c'est ça. Potentiellement, l'huile qui est à la fin, elle doit avoir des composants qui sont toxiques. Ça ne peut pas faire autrement. Après, on peut raffiner, mais à la fin, vous avez certainement un pain de matière grasse qui est saturé, au mieux qui est que saturé, qui ne contient pas de goudron, mais il est sûr que vous n'avez plus de vitamines. Or, dans les graisses végétales comme ça, normalement, vous avez de la vitamine E et qui est précieuse. Donc là, c'est sûr que vous n'en avez plus. Alors, je comprends que ça ne soit pas cher, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine, quoi? Si l'abus d'huile de copra industrielle est nocif pour la santé, il est un autre domaine où le gras de la noix de coco est synonyme de vertu. La noix de coco envahit nos cuisines, mais elle trône aussi dans nos salles de bain. Sa chair est utilisée depuis des millénaires pour hydrater la peau ou réparer les cheveux. Habituée des spas haut de gamme, Rebecca, 34 ans, est devenue accro au massage. Je vais vous laisser inspirer profondément. Et soufflez tranquillement. Des massages à l'huile de noix de coco. En Polynésie, on l'appelle l'or blanc parce qu'elle a des grandes propriétés qui sont nutritives et qui sont régénérantes et qui finalement procurent une véritable diététique de la peau. L'huile de coco contient également de l'acide laurique qui est un acide gras saturé. Et cet acide gras saturé est un véritable agent nutritif pour la peau. Il a une action antiseptique, antifongique. Donc c'est un actif qui est très très intéressant. L'acide laurique pénètre en profondeur dans l'épiderme. L'huile de coco contient aussi de la vitamine E, antioxydante. C'était vraiment chouette. J'ai vraiment senti la hydratation de l'huile de coco. Et maintenant, j'ai l'impression que ma peau est comme un bébé.
Donc je vais faire une aspersion avec l'eau du Brésil, qui est une eau à base d'eau de coco. Grande qualité d'hydratation, un parfum sucré, une image de produits naturels et exotiques. Il n'en fallait pas plus pour que les industriels de la cosmétique jettent leur dévolu sur la noix de coco. Mais ces centaines de produits sont-ils naturels comme le laissent penser leurs étiquettes? Et contiennent-ils une majorité d'huile de coco? Julien Québec est président de l'association Slow Cosmétique, qui lutte contre les mauvaises pratiques de la grande distribution. Nous lui avons demandé d'expertiser plusieurs produits censés contenir de la noix de coco. Alors, bon, a priori, en effet, c'est tout coco. On a un savon, voilà, un savon coco. Si on regarde la liste des ingrédients, on a de l'huile de palme conventionnelle saponifiée, du parfum, des conservateurs conventionnels, des dérivés d'huile de palme, en veux-tu, en voilà. On a même du dioxyde de titane, qui est un peu polémique. Et puis, en effet, on a une toute petite fraction d'huile de coco, qui est probablement du copra, mais ça, on ne peut pas le savoir. Une huile de coco de qualité un petit peu moindre. L'important ici, c'est de savoir qu'en fait, ce n'est pas du tout un savon pur coco. Il vaudrait mieux un palmier qu'un cocotier dessus. Alors ici, ça c'est une crème exfoliante pour le corps coco. On va retrouver de l'huile de coco. Ici, elle est conventionnelle. Donc ça pourrait être du copra, ça pourrait être de l'huile de coco vierge, mais qui est plus coûteuse, donc on ne peut pas le savoir. Il y a d'autres huiles aussi, de l'huile d'amande douce. Mais alors le problème, c'est que très vite, en fin de liste, vous allez avoir toute une série de conservateurs conventionnels et bien sûr aussi tous des polymères plastiques qui donnent cette douceur et cette facilité d'application. Donc là, on a un produit qui n'est pas naturel, qui est conventionnel, qui contient beaucoup d'ingrédients. C'est vraiment une liste à rallonge. Alors qu'en fait, c'était un gommage. On aurait peut-être mieux fait de mélanger de l'huile de coco vierge avec un peu de sucre. On aurait eu le même résultat vraiment naturel. Cet expert en cosmétologie dénonce ce que l'on appelle le greenwashing. Un procédé marketing visant à faire passer un produit comme naturel et écologiquement responsable, alors qu'il ne l'est pas. Sur des produits qui affichent carrément le nom de l'ingrédient, noix de coco, beurre de coco, huile de coco, avec des images, on s'attend vraiment à ce que ce soit, un, l'ingrédient phare, et deux, que cet ingrédient ne soit pas solubilisé comme ça dans un océan de pétrole, de plastique, de pétrochimie, voire de conservateurs polémiques, on l'a vu. Donc, c'est vrai que c'est un peu décevant, mais même choquant, parce que au niveau de la législation, en termes de communication, d'allégation, on est vraiment à la limite, selon moi ici, de la tromperie. Alors comment trouver des cosmétiques qui contiennent vraiment de la noix de coco, tout en limitant les produits chimiques? Le plus efficace est sans doute de les faire soi-même. C'est une véritable tendance, le do-it-yourself, qui séduit de plus en plus de consommatrices. Sous l'œil de Marie, aromathérapeute, 3 apprentis chimistes confectionnent une crème pour les mains à la noix de coco. La noix de coco, en fait, est très intéressante en cosmétique parce que d'abord, l'huile contient énormément de vitamines, d'oligo-éléments, des antioxydants. Elle donne un côté velouté aussi dès l'application, donc elle est très intéressante à la fois pour les cheveux et pour la peau. Et alors voilà, ce qui est génial avec l'huile de coco, c'est qu'il n'y a même quasiment pas besoin de parfumer les produits après, parce que ça sent déjà très bon. Ici, pas de liste d'ingrédients à rallonge. 3 composants naturels. Une huile de coco vierge biologique, un émulsifiant et de l'eau, tout simplement. Il suffit ensuite d'un peu de patience. Il y a vraiment un moment où ça change complètement, ça devient complètement lisse. Voilà. C'est magique. Ouais. C'est de la chimie. Ça sent vraiment bon. Ça sent super bon. Ça sent vraiment plutôt bien. Là, une fois qu'on arrive à cette texture-là, on sait que c'est gagné. Après, c'est juste du détail.
Alors là, si vous voulez, vous pouvez tester sur les mains pour voir ce que ça donne comme texture. Vous allez voir qu'il en faut assez peu pour avoir vraiment une sensation d'avoir une peau bien nourrie, souple, réparée, protégée. Puis c'est pas gras. Là, on sent que ça pénètre hyper facilement. Là, on sait vraiment ce qu'il y a et c'est un vrai plaisir de voir le fruit de son travail, entre guillemets, parce que c'est pas un travail, ça reste très ludique. Ça sent le gâteau. J'adore l'odeur, j'ai l'impression de faire de la cuisine, de me transformer en gros gâteau. C'est agréable. Alors, fabriquer ses cosmétiques soi-même, ça permet de mieux contrôler ce qu'on va utiliser pour soi et pour sa famille. C'est la préoccupation de plus en plus de personnes qui font des réactions d'irritation, des réactions cutanées, qui se rendent compte qu'elles ne supportent pas certains produits de cosmétiques conventionnels qui contiennent ces produits irritants. Donc fabriquer soi-même avec des recettes simples, avec peu d'ingrédients, très qualitatifs, ça permet justement d'avoir un meilleur contrôle sur ce qu'on va utiliser en fait, simplement. Dans nos cosmétiques, sous forme d'huile ou d'eau, les produits dérivés de la noix de coco continuent d'envahir notre quotidien. Le fruit est même depuis peu utilisé dans la confection textile. D'ici 2020, la production de noix de coco devrait atteindre les 65 millions de tonnes.